Bonsoir à vous. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans une de nos promenades Sfarad, puisque c'est le titre de notre série que nous avons démarrée il y a déjà quelques mois. Et donc, nous sommes très, très contents de vous retrouver pour parler ce soir avec Paul Fitoussi d'un sujet qui est judaïsme et sionisme, l'approche de rabbins séfarades. Nous allons essayer ce soir de mieux comprendre cette question, cet aspect. Alors, notre intervenant, vous le connaissez, mais avant cela, je voudrais vous dire que le président de la Fédération des associations Sfarad de France, Monsieur André Derry, est avec nous ce soir, comme à chaque fois. Il est toujours évidemment présent aux activités de la fédération, de l'association, et nous en sommes très, très contents. Et donc, nous lui donnerons tout à l'heure la parole après l'intervention de Paul Fitoussi. Alors, Paul Fitoussi n'est pas un inconnu, puisque qu'on soit parisien ou marseillais, on le connaît. C'est un enseignant d'histoire et de géographie. Je ne me permettrai pas de citer tous les postes bénévoles ou professionnels qu'il a occupés dans les communautés, dans les associations juives en France. Mais enfin, ceux qui l'ont connu sur Paris, il a dirigé l'école Lucien de Hirsch. Il fait partie des différentes grandes institutions de la communauté juive de France, mais actuellement, il est à titre professionnel le directeur d'établissement, le directeur de l'école Yavne Marseille, qui, je crois, est de l'école maternelle jusqu'à la terminale. Donc, il y a toute l'amplitude des choix de l'école. Et d'ailleurs, on le remercie d'être avec nous ce soir parce que c'est la période où à la fois il faut conclure l'année scolaire, il y a les bacs, il y a les examens, et puis il faut il faut préparer la rentrée d'ores et déjà. Donc, il a réussi à trouver un peu de temps pour être avec nous ce soir et on le remercie. Paul Fitoussi est aussi le président de la grande synagogue, ce qu'on appelle le Temple Breteuil à Marseille. Je crois que le nom du grand rabbin Citruc a été donné depuis pas très longtemps à cette synagogue. Et il nous fait l'amitié de venir parler ce soir d'un sujet qu'il connaît bien, qu'il a étudié, sur le sujet sur lequel il a écrit, puisqu'il a écrit un livre que nous montrerons tout à l'heure et qui aborde cette question de judaïsme et de sionisme. Pour certains, cette idée paraît tout à fait naturelle et pour d'autres, il semble y avoir questionnement. Alors, j'espère qu'à la fin de la soirée et à la fin de cette intervention, nous en saurons un peu plus. En attendant, je laisse de suite la parole à Paul Fitoussi en le remerciant encore une fois. Alors d'abord, merci Jean-Charles Zerbib, merci André Derry. Moi, c'est plutôt un honneur lorsqu'on me permet d'exprimer mes idées. Il y a tellement de gens aujourd'hui qui aimeraient pouvoir s'exprimer et qui ne peuvent pas le faire ou qui le font à travers les réseaux sociaux et sans avoir la possibilité de dire les choses. Donc, vraiment, merci beaucoup. Je remercie aussi ceux qui se connectent parce qu'il faut être motivé et pour être à cette heure-ci de l'année, alors qu'on recommence à pouvoir aller fréquenter les terrasses et autres activités. Je remercie vraiment tout le monde d'être là et je salue tous ceux qui sont présents, connectés, inscrits, bref. Donc, comme l'a si bien dit Jean-Charles Zerbib, le sujet qui m'a été imposé, non, je plaisante un petit peu, mais ça a été un petit peu une discussion, c'est judaïsme et sionisme, euh, l'approche de certains rabbins séfarades. Alors bien entendu, dans mes études que j'ai faites, je n'ai pas étudié que les rabbins séfarades, mais puisque nous sommes avec l'association séfarade, on va parler plutôt de ces choses-là. Et je dirais que ce titre-là me gêne de prime abord, parce qu'il n'y a pas, à mon sens, et je expliquerai pourquoi, et ça sera l'objet euh, de ma première partie, il n'y a pas, à mon sens, une différence entre judaïsme et sionisme. C'est le premier point. La deuxième partie, nous citerons les rabbins sfarades et ce qu'ils ont dit, notamment
au moment de la création de l'État d'Israël, ce sera d'ailleurs plutôt durant cette période-là, hein, cette période post-guerre, Seconde Guerre mondiale, dont il sera question. Je ne parlerai pas trop de rabbins avant la Seconde Guerre mondiale, ou même au moment, comment dire, de l'arrivée d'Herzl, même si on pourrait en parler, mais pour cela, il faudrait vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Et enfin, je conclurai avec quelques exemples de personnages qui, à mon sens, représentent un petit peu ce judaïsme séfarade. Alors, j'ai pris quelques rabbinimes, je vous dirais, d'Algérie, d'Afrique du Maroc, de Tunisie, d'Irak. Et il y a deux exemples comme ça qui me sont venus en tête, dont je voudrais vous citer la vie, très rapidement, très succinctement, je vous rassure, parce qu'en réalité, pour démontrer les choses, ce qui est important, c'est aussi de montrer les exemples de vie des personnes. Vous savez que dans la Torah, il est marqué Baruch Omer Veosé, béni soit celui qui dit et celui qui fait. Et je ne vous cache pas que, à titre personnel, lorsque je parle comme ça de judaïsme et de sionisme, j'ai toujours un peu un complexe à ne pas être encore installé en terre d'Israël, parce que je me dis quelque part, je me sens en inadéquation avec mes idées. Non pas que je ne sois pas républicain et que je n'aime pas la France, je suis comme Joséphine Baker, j'ai deux amours, la France et Israël et la France, c'est selon. Mais c'est vrai que quand on est juif et qu'on a un certain idéal, que l'on soit pratiquant, pas pratiquant, mi-pratiquant, orthodoxe, libéral, enfin ça c'est une classification que j'ai découvert en Europe, on est forcément attiré vers Israël. Donc, comme je l'ai dit, il y a nous allons aborder d'abord ce point sur le judaïsme et sionisme et les raisons pour lesquelles, à mon sens, il n'y a pas de véritable différence entre les deux. En effet, c'est quelque chose que l'on voit dès le début du Tanakh, de la Bible, en particulier dans les rouleaux de la Torah, dans la paracha Bereshit. Et c'est un point que je reprends très souvent, que j'ai repris dès le départ de mon ouvrage, dans lequel on commence en disant Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Déjà, lorsqu'on se pose des questions et qu'on lit la suite de cette paracha, on est toujours très étonné que l'on commence par le ciel et la terre. En réalité, pourquoi commencer par le ciel et la terre? Ce n'est pas une création vraiment physique qui nous est démontrée, puisqu'après on nous dit qu'il y a eu l'eau, qu'il y a eu la lumière. Bref, il n'y a aucune logique dans ce qui est décrit. Alors pourquoi le ciel et la terre? Rachi, le commentateur français bien connu, fait cette remarque. Il dit en fait, on commence par le ciel et la terre, parce que Dieu veut exprimer le fait que c'est lui qui possède cette terre, et que cette terre, à un moment donné, il va choisir de la donner au peuple juif. Il ne va pas la promettre, d'ailleurs, il va la donner. Il va choisir de la donner au peuple juif. Et le fait de la donner au peuple juif, il sait qu'à un moment donné, on leur dira, vous êtes des voleurs, vous avez conquis les terres des 7 nations. C'est marqué comme ça. Et il dit, on pourra leur répondre, le peuple juif pourra leur répondre, toute la terre appartient au Saint béni soit-il, c'est lui qui l'a créée et il l'a donnée à qui bon lui a semblé. C'est d'ailleurs repris dans Jérémia, chapitre 27, verset 5. Donc déjà, d'entrée de jeu, on est dans ce que l'on appellerait aujourd'hui, d'un point de vue de la modernité, le conflit israélo-palestinien, le conflit israélo-arabe, en tous les cas, tout ce qui est la discussion autour de la terre d'Israël, à savoir à quel moment il y a, un débat sur cette appartenance de cette terre qui a été donnée au peuple juif. Si l'on poursuit un petit peu plus loin, toujours dans le Tanakh, toujours dans le livre de Bereshit, on a un héros du peuple juif, un premier héros du peuple juif qui arrive, qui s'appelle Abraham. Et Abraham, on connaît cette fameuse paracha Lech Lecha, va vers cette terre, il quitte une terre pour aller se rendre effectivement
en Israël, Eretz Kenaan, en tous les cas là où il y a une partie aujourd'hui de la terre d'Israël, de l'État d'Israël. Et c'est vrai que je suis toujours un petit peu, on va mettre un peu de piment dans dans cette soirée. Moi, je suis toujours un peu surpris lorsqu'on nous dit non, mais c'est l'Echlecha, vous savez, c'est va pour toi, fais une action pour toi. Non, la Torah, elle est très concrète. Alors, il peut y avoir des interprétations diverses, mais il y a un fait certain, c'est que le Tanakh, la Bible, et c'est quelque chose qui nous dirige toujours vers Israël. La centralité de la terre d'Israël est au cœur de la vie juive. Je reviendrai sur cette notion tout à l'heure et je continue à développer là-dessus. Après, allons encore plus loin, on voit que tout ce qui se passe, tous les événements quasiment exclusivement se déroulent autour de la terre d'Israël, un petit peu en Égypte, un petit peu ailleurs, mais à chaque fois, on est sur la terre d'Israël. Donc, judaïsme, sionisme, moi j'ai un peu de mal avec ça. Puis, on arrive même dans le livre de Shemot, et dans le livre de Shemot, on a un peuple qui se constitue, et ce peuple qui se constitue va, comment dire, choisir une direction, et cette direction, elle va se faire vers où? Elle va se faire vers Israël. Donc là, il y a encore une fois une volonté, un élément qui montre que l'on va vers Israël. Et c'est toujours vers Israël que l'on va. Qu'on l'on veuille ou non, qu'on tourne, qu'on vire, on se retrouve toujours au même endroit. Cette notion-là est présente également dans les fêtes juives. Quasiment toutes les fêtes juives, en tous les cas les Shalosh Regalim, sont autour d'Israël. Qu'il s'agisse de Pessah, la sortie d'Égypte, pour moi, je considère, j'avais écrit un article là-dessus, que c'est le premier Yom HaAtzmaut de l'histoire. Vous prenez également Sukkot, bon, ben, on parle de la sortie, on va vers Israël. Quand on parle de Shavuot, c'est le don de la Torah, mais c'est aussi la période des prémices, les récoltes, etc. en Israël. Toutes ces notions-là sont liées à la terre d'Israël. D'ailleurs, un peu plus loin après, on arrive vers, là actuellement, on a lu il n'y a pas longtemps dans le livre de Bamidbar, véritablement un point qui démontre l'importance de la terre d'Israël. C'est la paracha chez l'Achlecha, la paracha des explorateurs, durant laquelle on voit qu'il y a des édiles communautaires, des dirigeants juifs qui, sur la base d'une pseudo-vérité, vont construire tout un mensonge. Je rappelle, peut-être que certains ne connaissent pas l'histoire, donc je vais, même pour les quelques personnes qui ne la connaissent pas, la rappeler. Des explorateurs, au moment où Moïse dit qu'il faut rentrer en terre d'Israël, des explorateurs vont se rendre sur cette terre, ils vont revenir en disant que ce n'est pas une terre habitable et que cette terre-là n'a pas du tout, comment dire, vocation à être faite pour le peuple juif. D'ailleurs, à la suite de cela, ils sont punis par Dieu, si on doit prendre des termes un petit peu actuels. C'est la seule faute qui n'a pas été pardonnée au peuple juif. Il faut le savoir, c'est la seule faute. Dieu est très sévère avec le fait de la critique d'Israël. C'est la seule faute qui ne leur est pas pardonnée. Et pendant 40 ans, cette génération va errer dans le désert. Et puis surtout, cette faute, elle va nous coûter le jeûne de Tisha B'Av, qu'on va faire dans 3 semaines environ. Donc ce jeûne où on transpire, où ça finit jamais, où il fait chaud. Donc, et je vais citer la source qui le dit, c'est dit dans le Rashi, mais c'est également dit dans Mishnah Ta'anit, chapitre 4, verset 6. Dieu leur dit, ils pleurèrent sans raison, à l'avenir, je leur donnerai une bonne raison de pleurer. Donc, le 9 Av, le Tisha B'Av, est né parce qu'il y a eu à un moment donné des gens qui ont choisi, qui ont voulu ne pas prendre la terre d'Israël. Et à travers cet épisode, on commence déjà à voir quelque chose qui se dessinera à nouveau dans l'avenir, sur le fait qu'à un moment donné, avant de rentrer en terre d'Israël, on va se retrouver devant une situation où le religieux a peur un peu du religieux qui doit s'installer dans le monde
le monde actuel. En effet, jusqu'à Shelach Lecha, on a quand même le mérite de Myriam qui a porté de l'eau, on a le mérite de Moïse qui nous a amené la manne, et on a le mérite de Aaron qui apporte les nuées de gloire. Et on sait que Aaron va bientôt partir après, que Myriam est déjà partie, et on verra après, quand Moïse partira, qu'il n'y aura plus tous ces mérites installés. Il va donc falloir que le peuple juif, à travers Yehoshua, s'installe dans une société moderne, avec des institutions, avec tout ce qui est nécessaire à la construction d'un État. Mais je reviens sur la centralité de l'État d'Israël, c'est sûr, mais en tout cas du judaïsme dans l'État d'Israël. C'est que même quand on consulte, on sait que sur 613 mitzvot, il y a 612 mitzvot qui doivent être normalement pratiqués en terre d'Israël. Alors ça, c'est très frustrant pour nous qui sommes en dehors d'Israël. Il faut savoir qu'il y a une seule mitzvah qui est praticable de partout dans le monde, c'est la mitzvah de la Orla. C'est la mitzvah d'attendre avant de consommer le fruit d'un arbre durant 3 ans. Sinon, toutes les autres mitzvot doivent se faire en Israël. Alors, moi, comme tout le monde, un jour j'ai posé la question à mon rav, je lui ai demandé finalement on servait à quoi et ça servait à quoi. Bon, en fait, ce qu'on fait, on a un mérite, mais c'est un mérite de transmission, c'est un mérite Lechem Chinour, comme on dit, et on est, on essaye en tout état de cause, de maintenir notre judaïsme. C'est ce qui permet aussi d'être une force aussi pour Israël de l'extérieur. Mais d'un point de vue à proprement parler, 612 mitzvot doivent se faire en Israël. Et cela sont autant d'éléments qui se rajoutent sur les mitzvot, autant d'éléments, autant d'histoires que l'on vient de voir, qui font que, quoi qu'il en soit, quoi que l'on dise, je l'avais noté comme ça, on se retrouve autour d'Israël. À aucun moment, on est, en dehors d'Israël. D'ailleurs, j'aime bien cette phrase qui dit « Ki mitzion tetzet Torah dvar Adonai Yerushalayim » de la Torah de Sion, sort, Ki mitzion tetzet Torah, de Sion sort la Torah, et les mots d'Hachem de Jérusalem. Donc, je fais une traduction, certes pas très très bonne peut-être, mais en tous les cas qui veut dire cela, on ne nous parle pas ni d'un quartier de New York, aussi juif soit-il, ni d'un quartier de Paris, aussi juif soit-il, ni d'un quartier de Marseille, aussi juif soit-il, on nous parle d'Israël. Donc après, on va me dire Israël, ceci, comme ça, mais en tous les cas, on n'est pas ailleurs que dans cette notion-là. Donc voilà pourquoi, en soi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent que l'on peut différencier le judaïsme du sionisme. Tout simplement parce qu'à un moment donné, vraiment, je me répète et je fais exprès, qu'on en aille à droite, que l'on aille à gauche, que l'on aille au centre, on se retrouve autour d'Israël dans la notion de la Torah. Et on a j'insiste là-dessus parce qu'il y a toujours un débat qui existe quand on nous parle de la notion pas de respecter, mais de fêter Yom Ha'atzmaut ou de fêter Yom Yerushalayim. Il y a encore des gens qui se permettent de dire que le judaïsme est un concept. Non. Si le judaïsme était un concept, ça serait de la chrétienté. J'ai rien contre la chrétienté, bien au contraire, et je respecte très sincèrement toutes les religions. Mais il faut bien savoir que la chrétienté peut se pratiquer effectivement à Rome, à Lourdes, il y a plusieurs lieux saints. Or, en ce qui nous concerne, nous, les lieux saints par excellence se trouvent en Israël. Je vais citer quelques villes, Jérusalem bien sûr, Tibériade, Tzfat et encore d'autres villes. Donc dire que l'on différencie le judaïsme et le sionisme, ça me pose un souci. Mais ce souci-là est surtout né et a existé dans le monde ashkénaze. Rien pour mes frères ashkénazes, mais c'est quelque chose qui existait au moment où Herzl est arrivé.
où Herzl, en réalité, a remis au goût du jour, malgré, comme on dit, qu'il soit un laïc patenté, et c'était certainement un laïc au bon sens du terme, c'est-à-dire, quand on creuse sur la vie d'Herzl, on voit que c'était effectivement un laïc, mais un laïc, ce n'est pas un anti-religieux, loin de là. Et c'est vrai que Herzl va être un petit peu, je le dis avec beaucoup de précaution, le Yehoshua de notre époque, c'est-à-dire que de l'époque de Moïse. En effet, Yehoshua, Josué, c'est celui qui a pris le relais de Moïse. Il n'avait plus entre les mains les fameux mérites dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir Myriam qui a porté l'eau, Moïse qui a porté la manne et Aaron qui a porté les gloires. Donc Yehoshua va avoir comme nécessité, Josué, d'instaurer un État moderne comme il en existe aujourd'hui, moderne, qui ne veut pas dire déluré, qui ne veut pas dire qui ne sert, comment dire, qui n'a pas de sens, qui n'a pas de religion, qui n'a pas de moralité, mais en tous les cas un État. Et c'est vrai que c'est dans le monde ashkénaze qu'on voit une certaine opposition. Et peut-être que cela s'explique d'ailleurs par le fait que la présence de l'enseignement du Tanakh, à savoir tout ce qui se passe autour de la terre d'Israël, a été peu présente dans les écoles européennes. Si on se penche sur les écoles talmudistes sfarades, on s'aperçoit que le Tanakh, la Bible, est quelque chose de très présent. D'ailleurs, même dans les écoles juives post-Seconde Guerre mondiale, même aux Seconde Guerre mondiale, sont, comment dire, sur des, comment dire, ont un programme qui laisse un petit peu la Bible de côté. Donc ça, c'est cette histoire-là, elle existe, mais elle a été ignorée, si vous voulez, l'histoire du Tanakh par une partie, je pense, de certains rabbinim. Donc, je rentrerai plus dans les détails si on me pose des questions, bien entendu, mais je continue donc là-dessus en disant que voilà pourquoi je pense qu'il n'y a pas de différence entre le sionisme et le judaïsme. Donc, sur cette première partie donc, du titre de la conférence, à mon sens, il n'y a pas de différence. Je pourrais rentrer dans de nombreux détails halachiques qui montrent que de toute façon, on ne va pas le faire ce soir, mais en tout cas, de nombreuses sources, et j'en ai donné, tout ce que je dis, bien entendu, est sourcé. Hein. Ce n'est pas quelque chose que j'invente, ce ne sont pas des commentaires dont je me fais le libre interprète. Il y a des livres entiers, notamment en hébreu, qui parlent de cette situation-là. Par exemple, sur le 9 Av, il faut savoir que certains rabbinim en Israël se sont posé la question s'il fallait le faire de la même manière. Alors, ça, c'est ce qui concerne le monde, je dirais, en général sur la question du judaïsme et du sionisme. Venons-en au rabbinim sfarad. Je vais surtout parler, comme je l'ai dit, de l'après-guerre. Concernant les rabbinim sfarad, ils accueillent la création de l'État d'Israël comme quelque chose d'assez extraordinaire. Ils accueillent la création de l'État d'Israël comme un miracle. Ils accueillent le sionisme comme une rédemption pour le peuple juif. Et tout ce que je vais dire n'est pas exhaustif, mais je donnerai même je peux donner, hein, je laisserai s'il faut mon mail à ceux qui le souhaitent, comme ça j'enverrai des références plus précises aux personnes. Il y a chez les rabbinim sfarad quelque chose qui fait qu'ils accueillent véritablement cette renaissance, et non pas cette naissance de l'État juif, cette renaissance de l'État juif comme un véritable miracle. Il n'y a pas d'autre mot, c'est un véritable miracle. C'est quelque chose qui est véritablement vécu comme une joie intense, et c'est peut-être d'ailleurs ce qui fait la différence entre, je dirais, certaines synagogues qui ne font pas Yom HaAtzmaut, qui ne pratiquent pas le Yom HaAtzmaut, et ceux qui le font.
Yom Ha'atzmaut, qui est la fête de l'indépendance, durant laquelle il y a différents rites à rajouter. C'est considéré comme une fête de manière très différente par les uns par les autres, avec des rites un petit peu différents. Est-ce qu'on fait le Hallel ou on ne fait pas le Hallel? Est-ce qu'on fait la Haftara, pas la Haftara, le Shofar, pas le Shofar? Certains font tout, d'autres ne font rien. Donc, dans le monde Sfarad, on fête Yom Ha'atzmaut. En tous les cas, au moins celui d'Afrique du Nord ou d'Irak, on fête Yom Ha'atzmaut. Il n'y a jamais eu de doute là-dessus. Il n'y a jamais eu de véritable discussion sur le fait de fêter ou pas. Peut-être eu des discussions sur est-ce qu'on fait Hallel avec bracha ou sans bracha, est-ce que on rajoute tel ou tel verset, tel ou tel psaume, mais en aucun cas, on ne remet en cause les choses. Et je vais citer, là je vais rentrer dans les textes à proprement parler. Alors, je ne connais pas, je vais citer quelques rabbins. Par exemple, le rabbin Moshe Khalfon HaKohen. Le Moshe Khalfon HaKohen, qui a été grand rabbin de Djerba, qui a refusé tout titre jusqu'à l'âge de 43 ans, qui a écrit plus de 100 ouvrages, d'accord? C'est pas un intellectuel, parce qu'il y a aussi souvent cette volonté de dénigrer ce qui a pu exister ailleurs. Vous savez, voilà. Et cet homme-là avait fondé à Djerba une association sioniste qui s'appelait, sioniste, j'aime pas le terme, mais on va l'appeler comme ça, une association pour la terre d'Israël qui s'appelait Ateret Zion. Voilà. Il réfléchit dans cette association et écrit des propositions sur la structure organisationnelle du nouvel État juif en termes économiques, militaires, démocratiques, politiques, éducatifs, sanitaires et religieux. Donc, ce sont des écrits qui existent, et bien qu'il était conscient, des tendances laïques de l'État d'Israël, je dis bien des tendances, pas dit que c'était un État laïque, il renforce, il fait tout pour soutenir l'installation en terre d'Israël. Il fait tout pour soutenir cette installation et il demande même de supporter, d'aider le KKL, le Keren Kayemet Israël, pour acheter des terres. Et lui-même le fera. Donc, c'est assez quand même extraordinaire. Je vais quand même vous montrer sa photo. Voilà, Rabbin Moshe Khalfon HaKohen. Je vous montre sa photo. C'est intéressant de voir qu'on n'est pas face à quelqu'un qui prend les choses à la légère. Et voilà ce qu'il dit. Par exemple, dans un livre qu'il a écrit qui s'appelle Drash Moshe. Drash Moshe, je voyais qu'il y avait quelqu'un qui demandait qu'on s'en tenait à des principes généraux, donc qui voulait des précisions. Donc Drash Moshe, page 93 à 107. Bon, le livre est en hébreu, moi j'en ai fait la traduction, donc si certains lisent l'hébreu, ils peuvent le trouver en Israël. Donc voilà ce qu'il dit. La fin de la rédemption n'est pas encore là, concernant la création de l'État d'Israël, car il ne peut y avoir de rédemption et de retour des exilés que si le pays est déjà habité. Nous voyons clairement que la construction du pays avance et l'hébreu est déjà réinstauré, même pour les timbres et les pièces. Beaucoup de nos frères sont déjà juges et policiers. Chaque année voit de nouveaux immigrants. C'est sans doute un signe et une preuve que les étincelles de rédemption commencent à se dévoiler. Je pense que c'est très très clair. C'est dans Torah Traim, il rajoute page 106, un autre livre, Torah Traim, page 106. Nous voyons l'apparition de nouvelles techniques qui faciliteront le retour des exilés, comme le télégramme, le téléphone, les bateaux à vapeur, les trains, les avions. Les nations s'engagent et œuvrent contre l'état de guerre. Nous voyons l'émergence des lois permettant et facilitant la mobilité des hommes d'un pays à l'autre. Torah Traim, page 106. À propos d'Herzl, dans Yad Moshe, c'est un livre de commentaires par Vaera, page 321, il écrit « L'Esprit divin a commencé à battre chez cet homme admirable par le biais duquel l'idée sioniste, le projet divin se met en place. Il n'a non seulement pas été écouté,
mais beaucoup s'y sont opposés. Mais cet homme remarquable y a consacré toute sa vie sans répit, jusqu'à ce qu'il trouve audience, et il leur répliquait, si vous le voulez, ça ne serait pas un rêve. Donc, je trouve que parler, là c'est clair, le Rav Moshe Kalfon à Cohen est clair. Il parle bien d'un esprit divin qui est installé sur Herzl. Il n'est pas en train de parler d'un homme d'action dénué de principes, sans morale et qui ne sait pas trop ce qu'il fait. Dans un autre livre, page 298, il écrit la chose suivante. Alors le livre s'appelle Moshe Yedaber, page 288. Certains voient dans le sionisme un événement naturel et non le fruit de la providence. Il faut savoir que ce mouvement est un appel divin du ciel. Le jour viendra où Dieu révélera que tout ceci était le fruit de sa providence. Donc là où certains, ne voient que de la laïcité dans le judaïsme, un des plus grands rabbins séfarades, est en train de dire que tout ça vient de la main de Dieu. Je vais citer un autre rave, le rave bien connu de Constantine, qui s'appelait le rave Sidi Fred Jalimi, donc 1876-1957, qui a été grand rabbin de Saint-Constantine. En 1955, il fit une visite en Israël et il déclara « Cet État est le début de notre Géoula ». Géoula, je traduis, le début de notre délivrance. D'ailleurs, son élève, le Rav Yitzhak Zerbib, le dernier rabbin de Constantine, était membre de la fédération sioniste en Algérie et il monta en Israël en 1961. Le Rav Israël Abou Hassera, Baba Saleh, bien connu de nos frères marocains et de toute la communauté juive d'ailleurs Sfarad, qui est enterré à Netivot. Il est né en 1889 et Niftar est mort en 1970. Il disait comme cela: comment ne pas remercier Hachem alors que lorsque nous étions en galoute, donc en exil, nos ennemis nous dominaient et nous faisaient souffrir. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, nous sommes en Israël et c'est nous qui les dirigeons. Comment peut-on ne pas remercier Hachem? Voilà. Je viens de citer 3 rabbinim, je rappelle, et pas des moindres, le Rav Moshe Kalfon Cohen, le Rav Sidi Fred Jalimi, le rabbin Israël Abou Hassera du Baba Saleh, qui sont clairs dans leur approche de ce que l'on appellerait aujourd'hui, ce qu'on appelle aujourd'hui le sionisme. Eux parlent de judaïsme. Ils ne sont pas en train de parler de sionisme, ils parlent de judaïsme. En tous les cas, si c'est du sionisme, c'est le sionisme avec une approche qui est religieuse. J'aime pas le terme religion, hein, j'hésite à le dire parce que je pense que le peuple juif est une nation plus qu'une religion, avec, on va dire, ça c'est un autre débat. Le Rav Yosef Messas, qui a été grand rabbin de Tlemcen, qui est originaire de Meknes, lui aussi est très très clair concernant l'approche du sionisme et du judaïsme. Voilà que concernant, vous savez que le jour de Yom HaAtzmaut, certains disent que l'on doit lire les supplications, les tachanonim, d'autres disent qu'on ne doit pas les lire. Voici quelle est sa réponse dans son livre Otsar Amirtavim, chapitre 3, lettre 1769. Concernant la lecture des supplications que certains récitent même le jour de l'indépendance, il répond: tu n'as pas à entrer dans ces considérations, tu es un séfarade craignant Dieu, agis donc comme nous tous, nous fêtons ce jour comme un jour de fête en récitant le Hallel et en remerciant le Maître du monde, nous mangeons, buvons et sommes joyeux, et ne t'occupe pas de ce que font les autres. C'est, je crois, clair, hein. On parle non seulement de prier, mais on parle aussi d'une Seudat Mitzvah.
Je vais continuer encore avec quelques rabbinim, qui a vécu sa vie, qui a fini sa vie à Paris. Je vais parler du rabbin Rachamim Naouri, 1902-1985. Voilà cet homme qui est né à Bonn, qui était grand rabbin de Bonn en Algérie, et qui, dans un de ses discours, voici ce qu'il dit à la synagogue de Bonn à Yom HaAtzmaut. C'est également quelqu'un de très actif au Bnei Akiva. Voici ce qu'il dit dans un discours de Bonn, synagogue de Bonn, Yom HaAtzmaut, 1950. Il y a 2 ans, le 5 Iyar 5708, un événement prodigieux, sans précédent dans les annales de l'humanité s'accomplit. Un peuple pour lequel, sur le registre de l'état civil des nations, on avait porté la mention décédé le 9 Av de l'année 3828, correspondant au mois d'août de l'an 68 de l'ère vulgaire, de la destruction du temple. Un peuple enseveli dans les tréfonds de la terre depuis 2000 ans, souleva sa pierre tombale pour réapparaître à la surface du globe et réaffirmer son existence. 1 an plus tard, le Bureau de l'État civil des Nations, en l'espèce l'ONU, reconnaissant le caractère apocryphe de la première mention, porta en regard de l'État juif. État bien vivant, plein d'espoir et d'ambition. Alors, ceci étant, je pourrais vous lire tout le discours, mais après, ça ne serait pas agréable pour tout le monde. Mais ce n'est que le début de son discours. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Je vais citer un autre rave, le rave Bougit Saadoun. Le rave Bougit Saadoun, qui, parti de Djerba, devait se rendre en Israël et s'arrêta à Paris dans le 19e arrondissement. Et voilà qu'il dit à propos il cite les Télim à propos de la création d'Israël, de l'État d'Israël. Il cite ça dans un périodique qui s'appelle à Shoshana, un périodique en Tunisie, en mai 1954. Il dit dans les Télim, il est écrit Shuva Hashem et Tzion, Ayin Kecholmi. Nous étions donc comme des rêveurs en voyant Sion. Et il dit qu'après une terrible période de 2000 ans d'exil, là où le peuple d'Israël était dispersé sur tout l'univers, après cette terrible tragédie, le peuple a mérité son indépendance le 5 Iyar 5708. Le rêve que le peuple a fait tout au long de son exil a commencé à se réaliser. La nation juive s'est relevée de la poussière et s'est levée. Je ne vous lis là aussi que le début du discours. Et juste petite remarque, moi quand j'ai lu ces écrits, lorsque je les ai découverts, parce que je vivais un judaïsme naturel, moi, en relation avec Israël, c'est en arrivant en France que j'ai découvert qu'il y avait des gens qui pensaient qu'il y avait une différence. On pourrait croire que la personne qui parle là est Théodore Herzl. Ce n'est pas Théodore Herzl. Ce sont des rabbinim plus que pratiquants. Si j'ai sa photo, je vous la montrerai. Vous voyez, ça, c'est le Rav Bougit Saadoun. Vous voyez, on n'a pas à faire. Vous voyez, c'est des barbes, une longue barbe, bien plus longue que la mienne. Et il faut savoir d'ailleurs qu'à Djerba, alors qu'aujourd'hui, dans certaines communautés djerbiennes, on ne fait plus vraiment Yom HaAtzmaut, en réalité, il faut savoir qu'à Djerba, on faisait, la tradition, c'est de faire 3 jours de fête pour Yom HaAtzmaut. La veille, Erev Yom Tov, presque je dirais, le jour même de la fête, et le lendemain, Isrou Chag. Donc ça, c'est la tradition djerbienne. Normalement, si on est djerbien, on doit faire 3 jours de Yom HaAtzmaut. Bon, aujourd'hui, il y a une espèce de débat intellectuel, à savoir, est-ce qu'Israël, c'est vraiment un État juif, pas un État juif. Bon, je pense qu'à un moment donné, vous connaissez la fable du goujon, le goujon de la fable de La Fontaine. Du goujon, est-ce cela le dîner d'un héron? À la fin, il n'a même pas trouvé de quoi manger. Donc, je crois que quand on a un État juif et que l'on est séfarade, dans tous les cas, je pense que nos frères ashkénazes pensent pareil. Je pourrais citer le Rav Kook et plein d'autres rabbinim aussi. Mais disons que dans ce débat-là, il n'existait pas dans le monde séfarade. Et il n'a jamais existé. Je vais citer des rabbins encore plus récents, je dirais, prendre le Rav Meir Mazouz. Vous voyez, le Rav Meir Mazouz, qui est aujourd'hui Rosh Yeshiva de Kisei Rachamim, le Rav Meir Mazouz a toujours été, je dirais, très clair sur, le fait
c'était Yom HaAtzmaut. Donc, la yeshiva Kizir Rachamim est née à Djerba, a été transférée à Tunis et aujourd'hui se trouve à Bnei Brak. Le Rav Meir Mazouz, très clairement, a toujours dit qu'il fallait faire Yom HaAtzmaut, que c'était un jour de fête. Il y a des vidéos à ce propos, il y a des écrits à ce propos. Et surtout, ce qui est assez intéressant, c'est que récemment, alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut voter pour un tel ou un tel, il s'est prononcé pour les dernières élections en appelant à voter pour Betzalel Smotrich, donc le parti sioniste, comme on dit dans le langage classique. Donc, c'est quelque chose qu'on aurait eu du mal à imaginer. Tout le monde pensait qu'il l'appellerait à voter chasse, mais non, il a appelé à voter pour un parti ouvertement sioniste. Et là-dessus, je pense qu'il n'y a aucun doute. Je vais citer aussi un rabbin irakien que vous connaissez tous, qui est le rabbin Mordechai Eliyahu, donc grand rabbin qui était un des grands de la génération de 1929, donc né en 1929 et parti en 2010. Voici ce qu'il dit à propos de l'État d'Israël. Nous sortons et de Yom HaAtzmaut, plus exactement. Nous sortons de la servitude vers la liberté, d'un joug étranger vers l'indépendance politique. Les portes d'Israël sont ouvertes à tous les Juifs du monde et notre pays est un centre spirituel immense. Il s'agit de signes évidents de la délivrance. C'est donc dans ses écrits Chelek Bet, exactement. Donc on a des rabbinim qui n'hésitent jamais à citer tout ce qu'il faut concernant Israël. Je pourrais citer également le Rav Ovadia Yosef. Rav Ovadia Yosef qui appelait à voter Yom HaAtzmaut, qui appelait à faire le Hallel le jour de Yom HaAtzmaut, qui appelait à faire également la Haftara le jour de Yom HaAtzmaut, et sans oublier bien sûr le fait qu'il considérait que vivre en Israël était une mitzvah en soi. Je vais parler également d'un autre Rav, de ces d'autres rabbanim, comme notamment le Rav Uri Cherki, le rabbanim plus récent, de gens qui sont encore là et qui peuvent encore témoigner, qui a écrit tout un sidour, tout un livre autour de la fête de Yom HaAtzmaut, et tout un seder autour de la fête de Yom HaAtzmaut. Et enfin, avant sur les rabbins que j'aimerais citer, je vais citer mon maître en Torah, qui est le Rav Avraham Mimoun, qui est à Marseille, qui est un des grands de la génération, sur trois points concernant Yom HaAtzmaut. Voilà ce qu'il a pu écrire, par exemple, une phrase très simple concernant Yom HaAtzmaut. J'ai confiance que d'ici peu, le peuple d'Israël dans son ensemble célébrera cette date et la fêtera de la même manière que Purim et Hanouka. Et dans les divers cours qu'il nous a donnés, il a récemment nous a donné un exemple très simple. Il nous a dit, vous savez, pour Pessah, qui était une première délivrance, on fait 7 jours de fête ou 8 jours de fête. Pessah, c'est 400 ans d'esclavage ou 200 ans d'esclavage, il y a des discussions là-dessus. Il dit, on revient après 2000 ans d'esclavage et de massacre et d'exil, et on se pose encore la question de savoir si on doit ou pas fêter cela. Pour lui, je le dis de manière très fidèle, il est évident que l'on se doit de fêter Yom HaAtzmaut compte tenu de la délivrance que cela a apporté au peuple juif. Enfin, je voudrais, vous savez que la transmission dans le judaïsme, elle se fait aussi par les exemples, et j'ai 2 exemples. Là, j'ai fait les citations de rabbins séfarades, je vais citer deux grands du monde séfarade, qui pour moi ont montré l'exemple, ont montré la voie, et j'espère qu'on aura la force de pouvoir un jour, je parle pour moi surtout, montrer cette même voie. C'est déjà le Rav Léon Ashkenazi, Manitou, qui était un Rav d'Algérie, qui a songé à plusieurs reprises à faire son aliyah, qui d'abord est parti en France, et après a décidé, donc, après la guerre des 6 jours, d'aller en Israël. Il a fondé et dirigé le lycée de préparation au baccalauréat pour immigrants francophones à Netanya. Et voilà ce qu'il dit, la 3e partie de ma vie se passe en Israël en tant qu'Israélien. Et c'est donc dans un style particulier, un exemple de mutation d'identité qui transforme notre temps le peuple juif en nation hébraïque, ou plus exactement, qui transforme un juif en israélien.
Pour lui, il n'y a pas de différence entre juifs et israéliens, entre judaïsme et sionisme. Il a été un modèle. Il a fondé également des institutions d'études en Israël. Voilà un exemple de rabbin récent qui disait d'ailleurs: j'ai choisi de devenir un juif de la promesse, et non un juif de la promesse, non pas, enfin un juif de l'acte concret, non pas un juif de la promesse. Je ne le cite pas exactement. Il disait qu'il fallait arrêter d'être des juifs de la promesse. Bon, on sait que ce n'est pas toujours facile d'aller en Israël, donc on n'est pas en train. Je ne suis pas un agent de l'agence juive, donc on sait que c'est compliqué, mais en même temps, il faut toujours avoir pour cap de savoir que notre centralité, la centralité, et c'est ce qui est dit par de nombreux rabbins sfarades, se trouve, la centralité de notre vie juive se trouve en Israël. C'est tout le sens d'ailleurs des explications autour de la Gemara Ketubot 110b exactement. Je voudrais citer aussi un autre rabbin dont j'ai découvert qu'il était sfarade avec le temps. C'était le Rav Yehuda Meir Gez. Le Rav Yehuda Meir Gez est né en Tunisie. Son nom comme ça ne vous dit rien. Il a été donc après, il a également fait des études de notariat et il monte en Israël en 1949. Cet homme est un exemple dans le sens où ça a été le fameux Rav du Kotel, le Rav Getz. Quand il est arrivé en Israël, il s'est appelé le Rav Getz. Et bien qu'il ait été rabbin et père de famille, il a demandé à servir dans le Sahel. Il a demandé à rentrer. Il a atteint le grade de lieutenant-colonel. Malheureusement, son fils est décédé au cours de la guerre des 6 jours. Il va donc s'installer dans la vieille ville de Jérusalem et il va être nommé rabbin du mur occidental. C'est un homme d'une érudition exceptionnelle. Il parlait, je vous dis, l'hébreu, l'arabe, le latin, le yiddish, l'allemand, le ladino, l'espéranto, le roumain, l'italien, le turc. C'est quand même. Et cet homme-là a choisi donc de fonder même une yeshiva et qui était au Kotel. Et il va la diriger de 1973 à 1995 jusqu'à son décès. Donc, si je dois résumer, et je crois que je suis dans les temps, à peu près. Oui, c'est bon, je vois que je suis dans les temps. Ce qu'est le sionisme pour les rabbins séfarades, c'est en quelque sorte ce qui constitue la délivrance finale qui va amener la venue de Mashiach, en tous les cas qui va amener une délivrance totale qui est tant attendue par les Juifs. Pour eux, les événements tels que la déclaration Balfour, la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël, c'était la délivrance même. Alors bien sûr, tout n'est pas encore atteint, mais on est dans le début de la délivrance. Et en soi, c'est un miracle, et c'est constitutif d'une fête et d'une joie. Et pour eux, la délivrance aujourd'hui est complète, même s'il y a beaucoup de choses à améliorer, mais ça, c'est le cas du quotidien. Pour les rabbinim sfarades, le judaïsme, je ne vais pas parler de sionisme, est une nationalité, ce n'est pas une religion. D'ailleurs, en cela, Rav Kook, dans un commentaire, les rejoint, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. C'est une nationalité qui s'accompagne de mitzvot, qui s'accompagne d'une manière de vivre qui permet une régulation, qui permet de rappeler, de donner un ordre à la société environnante. Alors bien entendu, il est hors de question qu'il y ait un État pour eux sans Torah, mais c'est dans tous les cas une terre d'Israël, une nation d'Israël, une nation qui vit sur cette terre et qui se développe sur cette terre. Il y a donc, même si je n'ai pas cité toutes les sources, il est toujours très difficile de synthétiser en 45 minutes des centaines d'ouvrages, il y a donc pour les rabbins sfarades une évidence, et dans le sfaradisme, si on peut employer ce terme-là, en général, en tous les cas, une évidence qu'il n'y a pas de différence entre judaïsme et sionisme, et que le sionisme est partie intégrante du judaïsme, et qu'en soi, je dirais que le sionisme est un terme finalement aujourd'hui inventé pour peut-être distinguer, on va dire, deux éléments qui en réalité n'en font qu'un. Voilà, je vous remercie tout un chacun de m'avoir écouté et si je peux,
s'il y a des questions, j'essaierai d'y répondre si j'ai les réponses. Merci beaucoup, Paul. Je pense que au-delà de tenir ton temps, tu as tenu ton sujet, ce qui est beaucoup plus important. Alors, je voudrais, comme la tradition, nous avons maintenant la tradition, laisser la parole au président André Derry, qui a sûrement des réactions à ce que tu viens de dire, et après on regardera du côté des questions du chat. André. Oui, bonsoir à tous. Bon, je ne peux personnellement qu'adhérer à l'hypothèse de notre ami Fitoussi. Effectivement, pour nous, moi qui ai été élevé dans toute ma jeunesse à Meknes, comme vous avez un petit peu signalé, le judaïsme et le sionisme, c'était, j'allais dire, kiff-kiff, quoi. Donc, on ne faisait pas de distinction. Et vous avez cité beaucoup de rabbinim, on pourrait en ajouter énormément d'autres. Vous avez parlé de la fête de Yom HaAtzmaut. Je suis toujours en conflit, entre guillemets, avec certaines synagogues parce que j'ai même évité d'aller le jour de Yom HaAtzmaut à une certaine synagogue où j'allais d'habitude parce qu'ils ne voulaient pas fêter Hatzmaut, ils ne voulaient pas faire le Hallel. Et bon, et ça, je trouvais ça un petit peu abusif. Mon histoire personnelle est également le reflet de cette identité du sionisme avec le judaïsme, puisque mes grands-parents devaient faire leur aliyah déjà de 1929. Donc, en 1929, il n'y avait pas encore l'État d'Israël, mais c'était dans l'idée naturelle pour un juif religieux de Meknes de penser à faire sa aliyah. Et j'ai appris que dans un livre que vous avez peut-être lu de M. Nahor, que déjà en 1860, il y a eu 300 à peu près juifs de Meknes qui ont fait leur aliyah à Tibériade, si bien que la ville de Tibériade, on l'appelait la petite Meknes. Donc, ça remonte donc déjà bien avant Herzl, bien avant l'indépendance de l'État d'Israël. Donc, ce qui montre vraiment qu'il y a une identité entre judaïsme et sionisme. Et ces gens-là ne sont pas allés uniquement pour émigrer. Ils sont allés pour appliquer ce que vous avez dit au début, les principes de la Torah, qui est Torah Israël, Eretz Israël. Et quand vous avez dit Hashem bara Elohim et Haaretz, je vous rappelle qu'à chaque fois, quand on dit Haaretz, ça signifie l'État d'Israël. Toujours, c'est pas une terre quelconque. Donc, évidemment, vous ne pouviez pas, dans la limite du temps, remonter aussi loin, mais j'aime bien rappeler que nos rabbins séfarades ont été déjà ils ont préconisé déjà le fait de revivre dans l'État d'Israël. Il y a même certains rabbinim qui ont envisagé carrément une structure d'État, pas seulement le fait de vivre et d'étudier la Torah dans la terre d'Israël. Ils ont et faire une ébauche de structure de l'État avec tous les pouvoirs. Et vous avez cité également ce Rav Cohen qui a donné pratiquement un modus operandi quoi, pour diriger cet État. Donc, personnellement, j'adhère absolument à votre analyse des faits. Et j'espère que parmi nos auditeurs, ils sont sur la même longueur d'onde, mais on est prêt à écouter s'il y en a qui ont quelques arguments contraires. Merci André. Alors notre ami Ephraim Difino Edri précise que les familles dont tu parles se sont installées vers Poria et il s'agit des familles Zohar et Ben Shimon. J'en profite pour le saluer. J'en profite aussi. Hein.
se cache sous le nom de son épouse, mais je l'ai reconnu. Voilà. Merci, merci beaucoup. Et alors, il y a une série de remarques ou de questions qui ont été posées dès le début de l'intervention. C'est Nicole qui dit: être juif et sioniste en diaspora aurait-il moins de valeur que d'être en terre d'Israël? Je dois répondre. Je te laisse Euh, répondre. je ne suis ni Dieu ni prophète. Donc, je n'ai pas de jugement de valeur à avoir sur les personnes, sur ce qu'elles sont ou ce qu'elles veulent être. La seule chose qu'on peut dire, et ça c'est une réalité objective, c'est qu'une mitzvah, je le dis avec d'autant plus de difficultés que je ne vis pas en Israël, c'est qu'une mitzvah en Israël ne vaut pas celle qui est à l'extérieur d'Israël. Alors, je n'ai pas dit ça a moins de valeur ou plus de valeur. Honnêtement, j'aime pas, je ne vais pas juger les autres ou qui que ce soit. En revanche, c'est une évidence que la mitzvah en terre d'Israël elle est plus importante. Ça, c'est écrit. C'est pas moi qui le dis. Alors, quand on ne veut accepter de croire à certaines choses, c'est une réalité. Voilà. Oui, il y a même des textes du Talmud qui sont très très durs. Oui, très dur. Il Très, très explique dur. que quand on est en dehors d'Israël, c'est comme s'il n'avait pas de Eloka, qu'il n'avait pas de Dieu. Donc, Alors, je vais intervenir là-dessus. Il y a un commentaire. oui. En réalité, c'est dans la Gemara Ketubot 110b ou 109b, je ne sais plus. C'est pas, alors, la question est posée, ça veut dire quoi? On est en dehors d'Israël, alors on est des idolâtres? Non. La question, c'est de toujours avoir Israël dans le viseur. On est un idolâtre quand on dit que l'on est bien à l'extérieur et que finalement, j'ai ma boulangerie cachère, j'ai ma synagogue, je suis aussi bien qu'en Israël. C'est à ce moment-là qu'on devient un idolâtre. Voilà. C'est pas d'être un idolâtre parce que tout le monde n'a pas ce mérite, Jean-Charles, de pouvoir s'installer Non, en non, non, Israël. je disais juste, il y a des textes qui peuvent être durs, il y en a d'autres qui sont, qui ne sont pas aussi. Effectivement, cela nécessite un commentaire, puisque l'exil a l'air de faire partie de notre ADN aussi. Donc ça me paraît effectivement important. Alors, on pose une question générale à laquelle j'ai répondu, mais je vais le dire pour tout le monde. Euh, Toutes nos conférences sont enregistrées. Vous les trouverez sur notre chaîne YouTube qui s'appelle Contact FASF. Voilà. Et Fino continue à nous irriguer de ses connaissances. Il parle de Rabbi Yehuda Bibas, 1789, a rédigé l'État juif. Donc, il y a eu un livre État juif avant le fameux Étage des Juifs de Herzl, puisque la traduction l'État juif est un petit peu compliquée. Je salue au passage un de nos fidèles c'est Joe qui nous salue de Cape Town, en Afrique du Sud. Il est à nouveau avec nous. Il avait pris la parole la dernière fois pour nous expliquer qu'il était, lui, de Rhodes, qui est aussi un judaïsme sfarade, j'allais dire, original ou originel. Voilà. Alors, on a Charles Nakab qui voudrait prendre la parole. Alors, je ne sais pas s'il est encore là. Il a demandé la parole. Oui, 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 voilà. oui. Voilà. Je peux? Allons-y, on vous entend. Alors voilà. Un des premiers rabbins qui a visité Israël, qui était rabbin et géographe, s'appelait Ben Zimra, et c'est lui qui a fait le tracé de l'esplanade du Temple et qui a interdit aux Juifs de monter sur l'esplanade du Temple dans son livre, de peur de marcher sur le lieu du Saint des Saints. Mais je reviens pour compléter un petit peu, parce que vous avez été extraordinaire, c'est que avant la moitié de 1830-1840, un rabbin, puisque le sionisme, on parle de sionisme, le sionisme d'Afrique du Nord était un sionisme messianique.
un rabbin du nom de Tzuv Dvash, David Ben Simon, qui a amené en Israël des dizaines de milliers de Juifs qui se sont installés à Safed. Vous avez parlé un peu de Tibériade, bien sûr, à Tibériade, à Jérusalem, et même à Gaza. Jusqu'aux années 30, à Gaza vivaient 7000 familles avec un rabbin qui s'appelait Avital, qui était obligé, les Anglais les ont forcés de quitter ce quartier. Et je reviens à ce rabbin. Tzuv Dvash est arrivé, il a construit sa maison et sa synagogue en vieille ville, et il a créé une yeshiva qui s'appelait Torah Kohanim, c'est-à-dire il préparait des Kohanim pour être prêt pour l'arrivée du Messie. Cette yeshiva existe toujours, et il a fait même un beddin, etc. Mais cette immigration est tellement importante pour Israël, très, très importante, puisque je ne sais pas si l'État d'Israël aurait été créé si ces communautés comme les Juifs de Turquie, d'Afrique du Nord, de Grèce n'étaient pas là, n'étaient pas présents ici. Maintenant, voilà, je vais sauter puisque j'aurais voulu parler de ces rabbins dont vous avez parlé, comme le rabbin Guess que j'ai connu personnellement, ou Baba Haki, Baba Sali, qui ont accueilli mon père à l'aéroport à 4 heures du matin pour l'accompagner à Jérusalem, puisqu'ils ont pratiqué avec lui la Kabbale. Et voilà, pour le Yom HaAtzmaut, avant de passer à Herzl, parce que j'ai une bonne remarque sur Herzl qui va peut-être un peu vous déranger. Tout d'abord, pour le Yom HaAtzmaut, j'ai une feuille ou un cahier que mon père, il y avait 2 chorales, une qui était en Algérie et une au Maroc. Le Yom HaAtzmaut, il y a toutes les chansons avec une chanson à lui, une des très belles chansons que je connaisse, Est-ce qu'elle irot et Eretz Israël? J'aurai la chance. Il l'a écrit le jour de la proclamation Balfour. J'aurai la chance d'arriver en Israël et il voit, par exemple, Herbert Samuel comme le futur Messie. Mais je voudrais pas, je vais sauter ce que je voulais dire, puisque c'est un peu plus long. Herzl. Herzl est arrivé en Israël. Hein, il a écrit ce qu'il a écrit. Avant d'arriver au 2e congrès, vous savez qu'on a proposé que l'État d'Israël, qu'en Israël, on parlerait la langue allemande et que le jour de repos serait le Shabbat, le dimanche. Alors imaginez pour les Juifs séfarades ce que ça pouvait déranger. Maintenant, Herzl lui-même est arrivé à Jaffa. Il a pris un train, une ligne de train qu'un Juif d'Afrique du Nord a créée. La ligne de train Jaffa-Jérusalem. Il arrive à Jérusalem. Bon, il y a eu ce qu'il y a eu, ces rencontres, etc. Il a habité dans une maison qui est à 10 pas d'un quartier juif que ce rabbin Tzuv Dvash a construit. 10 pas. Il n'a pas dit un mot sur ce quartier qui s'appelait Mahane Israël, où vivaient presque tous les rabbins d'Afrique du Nord et autres. Un très beau quartier, d'ailleurs, sa description est extraordinaire, et que moi-même, au lendemain de 67, j'ai photographié. C'est vraiment un quartier extraordinaire. Donc, au niveau de ces rabbins, maintenant vous avez parlé du Hallel. Dans la synagogue où priait mon père, le jour de l'indépendance de 48, a été organisée une journée avec le Hallel, et il y avait le grand rabbin Matityahu Serrero, etc. Donc, ce qui est dérangeant, c'est que je sais que mon père, qui avait une yeshiva à la fin à Fès, l'accompagnait, ses élèves, il les a encouragés à monter en Israël, et c'est lui-même, avec de la musique, qui les a accompagnés à la gare avant le départ. Donc, tous les rabbins, le sionisme a été pris je ne sais pas moi comment vous dire, de toutes les mains, le sionisme, etc. Non simplement cela, il faudrait un jour le nombre d'argent qui a été ramassé pour Israël. Moi, j'ai 2 cousins qui ont des papiers, hein, à part ce que j'ai moi à la maison, des papiers sur des terrains à Jérusalem qui ont été achetés par le KKL. Donc, on a ramassé énormément d'argent pour Israël. Et hélas, pour finir, il y avait à l'agence juive un département de juifs séparades qui était dirigé par Igal Chalamit et qui n'existe plus. Toutes les communautés ont un bureau à l'agence juive, le côté séparade, on l'a oublié. Voilà, je m'excuse, j'ai fait ça très très rapidement pour essayer de... Merci beaucoup, Charles.
Voilà. Merci beaucoup, Charles. On va donner la parole à, et Paul réagira après, on va donner la parole à Ephraim Edri, Fino. Pino, oui. Merci, merci. Je suis tellement ému de voir Paul qui nous fait plonger un peu dans ce judaïsme de quelques années. Jean-Charles et puis André qui me ramène à Meknes. Eh oui, Et oui, Finot. et Charles qui me parle des piyutim, mais je me souviens tellement des calatotes de son papa. Je voudrais juste vous dire, pour reprendre un peu ce que vient de dire Charles, il existe toujours la maison de Tzouftvash de Rabbi David Ben Shimon, et je vous invite tous C'est une à maison venir. touristique aujourd'hui. On en a fait déjà des. Hélas. Parce Non, que... non. On y fait des activités, on présente une fois par semaine. Il y a un livre qui est présenté là-bas avec une musique, etc. Bon, ça va être la Knesset. Ça va être la Knesset. Non. Maintenant, je voudrais revenir quand même au thème de. Je suis tellement content qu'on ait cité de Rabbi Yehuda Bibas, parce que dans son livre, il parle d'un État avec une armée, avec une économie, avec un service social, etc. Mais je voudrais revenir à ton thème sur le sionisme et judaïsme dans le monde séfarade. Et j'ai entre mes mains le livre qui s'appelle Livorno, un livre de tout ce qu'il y a de plus classique. Et à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle un chapitre sur les piyutim de Yom HaAtzmaut et de Yom Yerushalayim. Et c'est ce que j'ai remarqué, de ce qu'il y a d'extraordinaire. La première fois qu'on voit le terme Moledet qui sort, c'est exactement, on le retrouve chez les rabbins, comme tu viens de citer, Rabbi Chai Tayeb, on trouve ce terme, le rabbin Kalfon, et on le retrouve chez tous les autres rabbins. Je m'excuse, je me réfère aux rabbins spécialement marocains, encore plus spécialement de Meknes. Et j'ai encore un souvenir en tant qu'enfant, quand on allait au Bakashot, on entend ce beau poème quelqu'un qui a écrit une poésie extraordinaire sur un pays qu'il n'a jamais vu, avec des termes extraordinaires sur ça. Et j'ai en main, j'ai revu un peu tous les textes qui sont, pour te dire un peu comment tous ces rabbins ont concilié le judaïsme et le sionisme à cette époque. C'est avec le terme Moledet. C'est-à-dire, ils ont, et j'en prends pour témoin le Rabbi Yitzhak Rouache, qui commence son poème, la Moledet Shuvironi Tsahali Bat Yefefia Betochech Eten Mishkani. Et c'est sur 3 pages. Et puis le poème de Rabbi Yosef Messas, qui reprend le terme Moledet. Rabbi David Bouzaglo, qui reprend le terme Moledet. Tous les 3 ont, en quelque sorte, pris ce que tu viens de dire sur la prière à Kmihal et Sion, l'envie de revenir à Sion, et ils l'ont traduit en un terme qui est finalement un terme moderne qui s'appelle Moledet. Et c'est là où je te rejoins dans le fait, je crois qu'on est en train de vivre leur rêve à eux, à tous ceux qui nous ont transmis ce trait d'union entre ces 2 termes. Les 2 thèmes que tu as traités ce soir, merci. Merci beaucoup, Fino. Merci beaucoup, Fino. C'est toujours très documenté, très, très intéressant. Merci de ton intervention. Alors, Paul, je vais te laisser. C'est difficile de parler d'une conclusion, mais en tout cas, je vais te laisser la parole maintenant, peut-être pour réagir aux dernières interventions et pour conclure ton intervention avant de moi-même conclure ce Zoom.
Non, déjà, j'avais promis de finir avant le match, donc il faut que j'aille très très vite. Parce que vraiment. Il n'y a pas de suspense. Il y a pas. Je suis très touché des remarques. Chacun peut avoir son opinion et bon, voilà. Et vraiment, je remercie tous ceux qui sont intervenus et merci chacun pour les compliments. Ça touche toujours. Il y en a qui disent oui, on s'en fiche des honneurs, tout ça. Non, moi, quand on me dit merci et quand on me dit que c'est bien, eh ben, ça me fait plaisir. Voilà. Et si on me dit que c'est pas bien, j'essaie de me corriger. Voilà. Simplement, je voulais vraiment vous remercier encore l'association qui m'a invité. C'est un honneur pour moi. Je voulais aussi dédier cette conférence à une personne qui est partie très jeune, qui s'appelle l'année dernière en Israël, qui a fait son Aliyah, dont c'est les 11 mois ce soir, qui s'appelle Yael Bat Jacqueline. Donc, je voulais vraiment lui dédier ce moment, je dirais, de judaïsme. J'ai été en même temps très heureux de voir quelques visages que je connais. Fino, bientôt, on va prendre le café à Jérusalem avec Jean-Charles. Hein, merci à Paris, hein, M. Derry, je crois que je vais venir vous voir aussi. Donc, merci à tous, vraiment. Et je n'ai pas d'autres mots à rajouter. Chacun a sa vision des choses. Il faut juste respecter la vision de chacun. Et c'est ça surtout que j'ai envie de dire. Respecter la vision de chacun, mais ne pas oublier qui on est. Et que quand on est un juif sfarade, en réalité, il n'y a pas de débat sur le fait de faire Yom Ha'atzmaut ou d'aimer l'État d'Israël avec ses petits défauts, mais qu'on le veuille ou non, c'est là-bas que ça se passe. Merci beaucoup, Paul. Merci de cette conclusion. On pourra même prendre plus qu'un café quand on se verra à Jérusalem. Comme ça, on aura plus de temps pour parler. Merci à tous ceux qui nous ont suivis ce soir et vous pourrez réécouter ou envoyer à vos amis la conférence de ce soir et réécouter les autres conférences sur notre chaîne. Alors, nous avons rendez-vous dans 15 jours avec quelqu'un qui est connu sur ces sujets-là. Nous allons traiter avec Dr Nelly Lass, femme séfarade dans l'histoire du sionisme et d'Israël. Donc, femme séfarade, donc là, on va voir le rôle fondamental qui est joué évidemment par les femmes dans l'histoire du sionisme et d'Israël. Et cela se déroulera donc le mercredi 7 juillet. Je ne sais pas où on en sera le 7 juillet de la Coupe d'Europe. Donc on fera attention à l'horaire. Mais en tout cas, nous avons rendez-vous le 7 juillet pour parler des femmes sfarades dans l'histoire du sionisme et d'Israël. Nous, après avoir parlé des rabbins, nous allons parler des femmes. Voilà, donc… Charles, est-ce que je peux bousculer un peu le protocole? Parce que bien sûr. Je vais me permettre de présenter juste le bouquin que j'ai écrit à ce propos. J'en ai écrit plusieurs. Mais celui-ci qui s'appelle Judaïsme et sionisme, donc qui est aux éditions Lishma, je le dis d'autant plus facilement que l'ensemble des bénéfices est reversé à des associations caritatives. Donc voilà, ça s'appelle Judaïsme et sionisme, c'est bien différent. C'est le livre que j'ai écrit là-dessus, qui parle aussi de rabbin Ashkenaz pour le coup, aussi. Mais voilà, je voulais juste en parler parce que c'est, en tous les cas, c'est un choix que j'ai fait, que ça aille à des associations caritatives. Voilà. Et merci beaucoup. Tu as eu raison de m'interrompre parce que je pensais en fait parler du livre. J'avais même une copie à côté de moi. Je pensais en parler au début et puis tu vois, j'ai oublié et c'est bien que ce soit toi qui l'aies fait. En tout cas, merci beaucoup. Je vous le conseille. Je l'ai lu. Il est richement documenté, donc profitez-en. Voilà, donc je vous salue à tous. Merci à André Derry et à la Fédération des associations Sfarad de France d'organiser cette série. En tout cas, je vous dis à très très bientôt. Et qu'est-ce qu'on va souhaiter? Que la France gagne? À Marseille, on est que pour l'OM. Il n'y a pas de suspense. Elle est déjà qualifiée. Alors ça va, ça va. Il n'y aura pas de tension dans les familles ce soir. Donc on espère à tout le monde un beau match. Merci beaucoup à tous et à très très bientôt. Merci. Merci Paul. Bonsoir à tous et merci de votre présence. Bonsoir.